Bonsoir et bienvenue sur le grain de sommeil. Aubépine est l'oiseau parlant. Il y a bien longtemps, quand les vieux chênes utiles à construire les vieux bateaux de Brest n'étaient que des glands, vivait une pauvre veuve nommée Ninor. Son père appartenait à une famille noble et possédait une grande fortune. À sa mort, il avait laissé un manoir, une ferme, un moulin et un four où les villageois payaient pour cuire le pain. Il avait également légué 12 chevaux et le double de bœufs, 12 vaches et 10 fois plus de moutons, sans compter les champs et les tissus nobles. Malheureusement, Ninor étant veuve, ses frères décidèrent de l'exclure de l'héritage. Péricle l'aîné garda le manoir, la ferme et les chevaux. Fanche, le second, prit le moulin et les vaches. Le troisième frère, Riwal, voulut les bœufs, le four et les moutons. Pour Ninor, il ne restait plus qu'une vieille maisonnette délabrée sur la lande où l'on envoyait habituellement les animaux malades. Alors que Ninor déménageait ses petits meubles dans la masure, Fanche feinta un air contrit. « Je me comporterai envers toi comme un frère et un bon chrétien, lui dit-il. J'ai une vieille vache à la robe noire que je n'ai jamais réussi à engraisser et qui peut à peine donner assez de lait pour nourrir un nourrisson. Si tu veux, tu peux la prendre. Aubépine pourra l'emmener pâturer. » Aubépine était la fille de la veuve. Âgée de presque 11 ans, elle était si pâle que tout le monde l'appelait comme la blanche fleur des arbustes. Ainsi, Ninor partit avec sa fille, tirant la vache avec une corde. Une fois arrivée à la maison, Ninor envoya l'enfant faire paître l'animal. Chaque jour et à tout moment, Aubépine était sur la lande pour s'occuper de Blacky, la vache noire. Elle passait son temps à tisser des genêts et des marguerites en chantant mélancoliquement. La pauvre Blacky avait quant à elle bien du mal à trouver assez d'herbe parmi les rochers. Un jour, Aubépine remarqua un petit oiseau posé sur l'une des croix de fleurs qu'elle avait tissées et plantées dans le sol. Le petit animal gazouillait et bougeait sa petite tête. Il la fixait, comme s'il voulait lui dire quelque chose. La petite fille s'approcha et écouta attentivement, sans toutefois comprendre quoi que ce soit. Elle l'observait avec fascination, sans prêter attention à la tombée de la nuit ni à Blacky. Finalement, l'oiseau s'envola, et en le suivant des yeux, Aubépine constata que les étoiles brillaient déjà dans le ciel. Elle partit à la recherche de Blacky. Elle l'appela, déplaça les touffes de genêt avec son bâton, descendit dans les creux où l'eau de pluie avait formé des mares. En vain. Il n'y avait aucun signe de Blacky. Puis la jeune fille entendit sa mère appeler d'urgence, comme si quelque chose de terrible était arrivé. Effrayée, Aubépine courut vers elle
et au début du champ, le long du chemin menant à la maison, elle vit la veuve agenouillée auprès de Blacky. Les loups l'avaient trouvée en premier, et il ne restait d'elle plus que des os et ses cornes. Aubépine éclata en sanglots et s'assit à côté de sa mère. Face au désarroi de sa fille, la veuve tenta de la consoler. « Ma chérie, ne pleure pas, Blacky, comme pour un être humain, lui dit-elle. Même si les loups et les mauvais chrétiens sont contre nous, le ciel sera de notre côté. Viens, aide-moi à ramasser du bois et rentrons à la maison. » Aubépine s'exécuta, mais les larmes ne cessèrent de couler sur ses pâles joues. « Pauvre Blacky, murmura-t-elle, ce n'était pas un problème de l'emmener au pâturage. Elle mangeait de tout et commençait à s'engraisser. » Ce soir-là, Aubépine refusa son dîner, et pendant la nuit, elle se réveilla plusieurs fois, croyant entendre Blacky meugler à la porte. Juste avant l'aube, elle se convainquit d'avoir entendu la vache, juste là, dans les champs, et courut à travers les prés, pieds nus, vêtue simplement de son jupon. L'animal, cependant, n'était pas là. En traversant la lande, elle rencontra le même oiseau, observé plus tôt dans la journée, perché sur la même croix de genêt. Il chantait et semblait l'appeler, mais Aubépine ne le comprenait pas davantage. Elle allait rentrer chez elle quand, en baissant les yeux, elle remarqua ce qui ressemblait à une pièce d'or à ses pieds. Elle essaya de la tourner avec son gros orteil, mais constata que ce n'était pas une pièce. C'était l'herbe magique que l'on trouve seulement à l'aube, quand on est nu-pieds et dévêtu. Toute personne entrant en contact avec elle reçoit le don de la vue des fées. Et ce fut le cas. Dès qu'elle toucha l'herbe, Aubépine apprit le langage des oiseaux. « Aubépine, je veux te rendre un service, » dit l'oiseau. « Aubépine, écoute-moi. » « Qui es-tu » demanda la jeune fille, étonnée de réussir à comprendre son gazouillis. « Je suis Robin le Rouge-Gorge, » répondit-il. « Et une fois par an, j'ai le pouvoir de rendre riche une pauvre fille. Cette fois, je t'ai choisi. »« Oh Robin !» exclama Aubépine. « Deviendrai-je assez riche pour porter autour du cou une croix en argent retenue par une chaîne brillante? Aurais-je même une paire de sabots en bois à chausser? Plus, tu auras un collier en or et des souliers en soie, surenchérit le petit oiseau. « Que dois-je faire pour les avoir, petit oiseau ?» répliqua-t-elle. « Suis-moi partout où je te mène, » fut la réponse de Robin. « Je le ferai, » exclama la jeune fille. Alors Robin le Rouge-Gorge s'envola, et Aubépine courut après lui. Elle le suivit à travers les champs et les bois, jusqu'à atteindre les dunes, en face des 7 îles. Là, l'oiseau s'arrêta. « Peux-tu voir quelque chose sur la plage ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Aubépine. « Je vois une paire de sabots en bois et un bâton. Mets les souliers et prends le bâton, » suggéra Robin, le Rouge-Gorge. « Je le ferai, » dit Aubépine, en courant vers la plage. « Maintenant, » continua Robin, « tu dois marcher sur l'eau jusqu'à parvenir à la première île. Tu devras en faire le tour et trouver un rocher niché parmi les joncs,
de la même couleur que la mer. Et ensuite, que devrais-je faire ? Interrogea la jeune fille. Tu devras ramasser les tiges et en faire un licou. Cela ne me semble guère difficile, considéra Aubépine. Ensuite, avec le bâton, tu devras frapper le rocher de toutes tes forces, jusqu'à ce qu'il se fende. Ce dernier point ne semblait pas si aisé, mais Aubépine suivit les instructions du rouge-gorge. Avec ses souliers magiques, elle marcha sur l'eau et atteignit la première île. Elle en fit le tour, puis trouva le rocher, entouré de joncs de couleur vert de mer. Avec ces derniers, elle réalisa un licou, comme convenu avec l'oiseau. Puis elle frappa le rocher avec son bâton de toutes ses forces. Aussitôt, la roche s'ouvrit comme un œuf, et il en sortit une vache à la peau aussi lisse que les joues d'une jeune fille, et aux yeux aussi doux que la lumière de l'aube. Aubépine, pleine de joie, lui mit le licou autour du cou et la guida à travers l'eau, puis à travers les bois, les champs et la lande, avant d'atteindre la maisonnette de la veuve. Lorsque Ninor vit la vache, elle fut au moins aussi heureuse qu'elle avait été triste plus tôt. Son ravissement augmenta au moment de la traite, le lait jaillissant comme l'eau d'une source. Ninor remplit chaque pot et chaque casserole, puis chaque bol en bois, puis les tonneaux et les barattes, et pourtant, le lait ne cessait de couler. Il semblait que la belle vache de mer, comme l'avait appelée l'oiseau parlant, avait assez de lait pour tous les enfants de la Bretagne. Très vite, le village entier fit des messes basses sur le nouvel animal de la veuve, et certains firent même le voyage de près ou de loin pour le voir. Les propriétaires terriens les plus riches étaient désireux d'acheter la vache de mer, et chacun offrait un prix plus élevé que le précédent. Finalement, Péric arriva et dit à sa sœur : « Si tu es une bonne chrétienne, tu te souviendras que je suis ton frère, et tu me laisseras faire la première offre. Si tu me donnes la vache de mer, je t'accorderai 9 de mes bêtes en échange. » « La vache de mer vaut beaucoup plus, répondit Ninor. Elle vaut au moins autant que toutes les vaches que tu vois paître dans la vallée et sur les collines. Grâce à elle, je pourrais vendre du lait sur tous les marchés, de Dinan à Carhaix. Très bien, insista Péric. Donne-la-moi, ma sœur, et je te donnerai la ferme de notre père, où tu as grandi, avec tous les champs, les outils agricoles et les chevaux qu'elle renferme. Ninor accepta l'offre. Ils allèrent à la ferme, et après que la veuve eut extrait une motte de terre de chaque champ, but une tasse d'eau du puits, fait un feu dans la cheminée et coupé une touffe de la queue de chaque cheval, preuve qu'elle était devenue, à tous les effets, la propriétaire de chacune de ces choses, elle céda la vache de mer à son frère. Péric la porta dans une maison qu'il possédait dans une autre partie du pays. La petite Aubépine pleura au départ de sa vache de mer tant aimée et fut attristée toute la journée. Les chevaux semblaient la regarder affectueusement. Ah, si seulement la vache de mer était là, soupira-t-elle. Elle achevait à peine de prononcer ces mots qu'elle perçut un faible meuglement. Et, comme si elle avait à nouveau foulé l'herbe magique, permettant de saisir le langage des animaux, elle entendit ces mots. « Maîtresse, je suis de retour.
Abasourdie, Aubépine tourna la tête. Juste derrière elle, la vache de mer avait réapparu. « Ô vache de mer !» cria la fille. « Qui t'a amenée ici ?»« Je n'appartiens pas à ton funeste oncle Périque, » répondit la vache. « Et d'ailleurs, je n'appartiens à personne. »« Mais alors, ma mère devra rendre la ferme, les champs et les chevaux ?» remarqua la petite fille. « Bien sûr que non, » répondit la vache de mer. « Ils ont toujours été à elle de droit. Son frère les lui a injustement pris, à la mort de ton grand-père. Mais l'oncle Périque viendra te chercher ici, » insista Aubépine. « Je vais te dire quoi faire, » déclara la vache de mer. « Tout d'abord, va cueillir 3 feuilles de verveine. » Aubépine sortit rapidement et revint avec les 3 feuilles. « Maintenant, » expliqua la vache, « frotte-moi avec ces herbes, des oreilles à la queue, et chuchote doucement 3 fois. Saint Ronan d'Hibernia, Saint Ronan d'Hibernia, Saint Ronan d'Hibernia. » La jeune fille s'exécuta. Et une fois prononcée la formule, la vache de mer se transforma en cheval, au grand étonnement de sa maîtresse. « Désormais, » poursuivit le cheval, « ton oncle Périque ne me reconnaîtra pas. Mon nom n'est plus vache de mer, mais cheval de mer. » En apprenant cette nouvelle, la veuve fut enchantée. Le lendemain déjà, elle voulut mettre son nouvel animal à l'épreuve. Elle le chargea de céréales pour les vendre au marché. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle vit l'arrière du cheval de mer s'allonger pour transporter toujours plus de sacs de céréales, arrivant à porter autant qu'un troupeau entier de chevaux. Sans surprise, la nouvelle se répandit très vite. Lorsque Fanche, le 2e frère de Ninor, en entendit parler, il se rendit à la ferme pour demander à sa sœur de lui vendre le cheval. Elle refusa, puis se ravisa quand il lui proposa de céder le moulin et tous les porcs qui l'engraissaient en échange. Le marché fut conclu et Ninor prit possession du moulin, comme précédemment avec la ferme, puis laissa Fanche emmener le cheval de mer. Le lendemain, l'animal était de nouveau à la maison, et encore une fois, Aubépine ramassa 3 feuilles de verveine et les frotta sur lui, de l'oreille à la queue, en scandant 3 fois « Saint Ronan d'Hibernia ». Aussitôt après, le cheval se transforma en mouton. Au lieu d'un manteau blanc, il était recouvert d'une laine rousse, aussi longue que le chanvre et aussi douce que le lin. La vache de mer était maintenant le mouton de mer. Aubépine, excitée, appela sa mère, qui vint admirer cette nouvelle merveille. « Apporte-moi les ciseaux de tonte », demanda-t-elle à sa fille. « Cette pauvre bête est alourdie par toute cette toison. » Lorsqu'elle commença à tondre le mouton, elle découvrit que la laine repoussait à peine coupée, si bien que, à lui seul, ce mouton pouvait valoir autant que tous les troupeaux de la montagne. Le 3e frère de Ninor, Riwal, passait par hasard et vit la scène. Il proposa aussitôt d'échanger ses bœufs, ses terres et ses troupeaux contre cette seule bête. La veuve accepta, mais alors que Riwal l'emmenait avec lui le long de la plage, le mouton de mer se libéra et sauta dans les vagues. Il nagea jusqu'à la plus petite des 7 îles. Le rocher s'ouvrit pour le laisser passer,
puis se referma, ne laissant aucune trace. Cette fois, Aubépine attendit en vain le retour de son ami. Il ne parut pas le lendemain, ni le jour suivant, ni même tous les jours successifs. La fille courut dans les arbustes d'Aubépine à la recherche de l'oiseau parlant et le trouva, chantant comme d'habitude. « Je t'attendais, dit le petit animal. Le mouton de mer est parti et ne reviendra jamais. Tes oncles cruels ont été punis comme ils le méritaient, et maintenant tu es une héritière. Tu es assez riche pour porter une croix en or autour du cou et des souliers en soie aux pieds, comme je te l'avais promis. Ma tâche est désormais terminée et je peux m'envoler. Rappelle-toi toujours combien tu étais pauvre autrefois et que c'est un petit oiseau qui a changé la situation. » Sur ces mots, l'oiseau parlant déploya ses ailes et s'envola. Aubépine ne le revit plus jamais. Pleine de gratitude, elle fut toujours gentille avec les animaux, surtout les oiseaux, et essaya toujours d'aider les plus démunis.